Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Emmanuel Bézi, le responsable du département Solidarité Emploi à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Je tiens tout d'abord à remercier Caroline Nigon, qui est la responsable du pôle accompagnement social et accès aux droits à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, la DRIL. Je remercie aussi Steven Marchand de la Fédération des acteurs de la solidarité, Kadour Mézoir de la structure Emmaüs, et puis Sarah Lancry de la plateforme de l'inclusion. Et je remercie bien sûr les opérateurs de l'hébergement, puisque vous êtes les plus nombreux et que c'est pour vous que nous organisons aujourd'hui ce webinaire. Votre participation qui est massive montre l'intérêt que vous portez, vous, les acteurs de l'hébergement et du logement, à l'insertion par l'activité économique comme levier d'insertion durable pour les publics éloignés de l'emploi. En fait, ce webinaire, c'est le résultat d'une collaboration entre donc la direction à laquelle j'appartiens, la DRIEDS, et puis celle à laquelle appartient Caroline Nigon, la DRIL, pour construire des parcours d'insertion sans couture. On a établi entre nos deux directions une feuille de route pour favoriser l'accès des publics hébergés à l'emploi, d'une part, et faciliter l'accès au logement des salariés en insertion, d'autre part. En fait, on considère que l'on doit prendre en compte les freins à l'emploi dans leur globalité. C'était un des points de la réforme de l'organisation territoriale de l'État qui a été mise en place en avril 2021 et qui a vu la naissance de la direction à laquelle j'appartiens, avec l'idée qu'il faut travailler l'ensemble de l'accompagnement social et en insertion. Mais cette organisation territoriale de l'État, elle a aussi séparé en petites couronnes, d'un côté la DRIL qui est en charge des questions d'hébergement et de logement, et de l'autre côté la DRIETS qui est en charge des questions d'emploi. Donc notre feuille de route, notre partenariat entre la DRIL et la DRIETS en petite couronne, il a pour but justement en prenant acte de la forte interdépendance qui existe entre les freins à l'emploi et les freins à l'hébergement et logement et à l'accès au logement, de prendre acte de cette forte interdépendance et de créer les partenariats qui vont bien pour permettre une fluidité des parcours d'insertion. Le webinaire, plus spécifiquement aujourd'hui, il a pour but de vous montrer, de vous présenter les fondamentaux de l'insertion par l'activité économique. En fait, vous tous, acteurs de l'hébergement, opérateurs, vous êtes en mesure de prescrire, c'est-à-dire d'orienter et d'orienter vers l'insertion par l'activité économique les publics que vous accompagnez. Vos structures, les structures auxquelles vous appartenez, ont la possibilité de prescrire vers l'insertion par l'activité économique et on considère que c'est une opportunité pour les publics que vous accompagnez de pouvoir les orienter vers l'insertion par l'activité économique qui constitue une des voies pour aller vers le marché du travail et vers l'emploi. Et on considère que c'est probablement une des voies les plus appropriées puisque l'insertion par l'activité économique permet d'aller chercher les personnes qui sont généralement les plus éloignées du marché de l'emploi. Donc, on va vous présenter ces opportunités en espérant que vous vous saisirez de ces opportunités et que cela permettra de construire des parcours les plus fluides possibles de l'accompagnement social vers l'emploi pour vos publics. Je vous remercie pour votre écoute et je passe sans plus tarder la parole à Caroline Nigon, qui est donc la responsable du pôle accompagnement social à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement. Merci pour votre écoute. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc pour compléter et appuyer les premiers propos introductifs de Monsieur
Bézi, donc de la Driette. On souhaitait également vous témoigner le fait que face aux enjeux de fluidité visant l'accès au logement et aussi pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes sans domicile, les services de l'État veulent renforcer la synergie, la coordination entre les politiques de l'hébergement, du logement adapté et de l'emploi. Alors, ces synergies qu'on peut appeler donc logement d'abord et de l'emploi d'abord doivent in fine nous permettre ensemble de construire ce qu'on peut appeler une stratégie intégrée d'insertion pour les publics hébergés ou en logement adapté. Et ainsi, comme le disait M. Bézi, pour concrètement accompagner les acteurs franciliens dans l'accroissement de la coordination entre ces différents secteurs, l'ADRIL et l'ADRIETS ont élaboré une feuille de route régionale qui repose sur 2 orientations. Alors, d'une part, l'orientation qui vise à institutionnaliser et améliorer une gouvernance partagée entre nos 2 réseaux, réseau DRIL, réseau DRIETS, puisqu'en Ile-de-France, en effet, il y a la particularité qu'il soit distinct du fait de notre organisation administrative. Et d'autre part, plus opérationnellement, valoriser, adapter ou créer des dispositifs qui vont être dédiés à l'insertion professionnelle des publics hébergés ou en logement adapté. Et dans le cadre de cette feuille de route conjointe entre nos 2 administrations, la traduction opérationnelle du second axe, ça réside entre autres dans la valorisation du recours au dispositif d'IAE par les acteurs du secteur AHI et du logement adapté au profit des publics qu'ils accompagnent, d'où aujourd'hui ce webinaire sur le sujet qui vous est à vous, les professionnels de ces 2 secteurs. Et dans le cadre de ces propos introductifs, également 2 enjeux qu'au niveau de l'ADRIL, on souhaitait vous partager. D'une part, plus sur le fond, le fait que les dispositifs d'IAE, dans leurs différentes palettes, sont bien identifiés comme des passerelles adaptées, des leviers spécifiques qui peuvent être utilisés dans le travail d'accompagnement social au quotidien, tant par des professionnels qui ont une fonction de référent, de coordinateur emploi, mais également par des travailleurs sociaux généralistes qui, eux aussi, ont à leur main ces outils. D'autre part, plus cette fois-ci sur la forme, vous partagez le fait que si ce webinaire, il s'inscrit, comme on l'a dit, dans une démarche régionale, il vise bien entendu à compléter les démarches qui sont déjà en cours ou à venir au niveau départemental et qui sont menées par les UD-DRIL, les UD-DRIETS, les DETS et leurs partenaires locaux pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes accompagnées dans le secteur AHI ou en logement adapté sur les différents territoires franciliens. Pour terminer cette introduction, vous remercier également de votre participation très nombreuse, très hétérogène également à ce webinaire qui illustre pour nous l'intérêt de tous de mieux appréhender le secteur de l'IAE au profit des personnes hébergées ou en logement adapté. Et également, au nom de l'ADRIL, remercier les collègues de l'ADRIETS Île-de-France et les partenaires de la FAS Île-de-France et de beta.gouv pour leur engagement et leur collaboration dans le cadre de la feuille de route régionale et a fortiori pour l'organisation et la réalisation de ce webinaire d'aujourd'hui. Désormais, pour entrer dans le vif du sujet, je laisse la parole à Lisa Graal de l'ADRIETS Île-de-France. Merci à tous et bon webinaire. Merci beaucoup Caroline et bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons poursuivre en vous présentant donc les différents intervenants du webinaire d'aujourd'hui. Donc Caroline Négon, je pense que vous l'avez bien identifié, ainsi que Emmanuel Bézi qui sont intervenus précédemment. Donc pour prendre la suite, donc, moi je suis Lisa Graal, je travaille à l'ADRIETS et je suis chargée de mission notamment sur le suivi de la feuille de route DRIETS qui vous a été présentée précédemment par Caroline. Je vais laisser donc Anna Seguin se présenter et puis ensuite chaque intervenant pourra effectivement dire un mot de qui il est avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Anna Seguin de la DRIETS Île-de-France sur les missions uniquement insertion par activité économique. Je passe la parole à Steven.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Steven Marchand, donc moi je suis en charge effectivement de l'insertion par l'activité économique à la Fédération des acteurs de la solidarité. Et aujourd'hui, j'interviens au nom de l'Interréseau, hein, le GRAFI francilien de l'IAE, puisque effectivement on a un plan d'action en partenariat avec la Dryette Île-de-France qui vise notamment effectivement à mieux favoriser l'accès de certains publics à l'IAE, dont notamment les personnes hébergées, et qu'on a effectivement un enjeu fort qui a été identifié par l'Interréseau à mieux travailler avec les prescripteurs pour favoriser l'orientation vers un parcours IAE. Monsieur Mézois, vous voulez vous présenter? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, vous m'entendez. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Oui. Kadour Mézoir, donc je suis coordinateur emploi et référent du dispositif des premières heures au sein d'Emmaüs Solidarité. Et donc je travaille beaucoup sur la plateforme, beaucoup d'orientation, pratiquement tous les jours. Voilà, depuis que nous on a accès, on est habilité orienteur, ça marche plutôt bien, avec des résultats plutôt positifs. Donc c'est vrai que cette plateforme nous apportait beaucoup. Je parle au nom de tous les CIP avec qui je travaille au sein d'Emmaüs et avec certains travailleurs sociaux qui avaient à peu près le même avis que moi et que tous les autres CIP. Je vais prendre la parole. Donc moi, je suis Sarah Lancry, chargée de déploiement pour les emplois de l'inclusion. Donc la plateforme, le service informatique qui permet d'orienter des candidatures vers l'IAE. Et donc je vous la présenterai tout à l'heure. Est-ce qu'il reste une personne qui doit se présenter ou tout le monde s'est présenté avant que je fasse le petit point technique? C'est bon, Sarah, vous pouvez y Ok, aller. super, merci. Donc, avant de commencer ce webinaire, un petit point technique sur l'outil Livestorm qu'on utilise en ce moment. Donc, c'est un outil de webinaire donc, sur le modèle d'une conférence, dans le sens où seules les personnes qui sont en ce moment présentes à l'écran vont pouvoir prendre la parole. Vous êtes un très grand nombre d'inscrits aujourd'hui, vous êtes 450 et vous êtes déjà quasiment 300 à être connectés. Donc, ce n'était pas possible de permettre à tout le monde de prendre la parole, mais vous avez des moyens d'échanger avec nous, donc notamment via le chat en bas à droite. Donc là, c'est pour tous les échanges un petit peu informels, si vous voulez vous présenter, si vous voulez échanger avec nous, mais vraiment pour des petits points un petit peu informels. En revanche, si vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, donc il y aura, on l'espère si on a le temps, un petit moment d'échange de questions-réponses et sinon on essaiera de répondre à ces questions par écrit tout au long du webinaire. Donc à gauche de l'onglet chat, vous avez un onglet questions qui vous permet de poser vos questions et vous allez avoir la possibilité également de voter pour les questions des autres participants qui auront été posées. Donc à gauche de chaque question, donc pour l'instant il n'y en a pas, mais à gauche de chaque question, vous aurez une petite flèche qui vous permettra donc de voter pour les questions qui vous intéressent. Donc voilà, ça évite de poser plusieurs fois la même question. Et nous, ça nous permettra de répondre en priorité aux questions qui auront récolté le plus de votes. Voilà, et donc à gauche de cet onglet, vous avez également l'onglet sondage dans lequel pour l'instant il n'y a aucun sondage, mais on va en publier certains à la fin du webinaire pour avoir un petit peu votre ressenti sur ce qui vous a été présenté et sur la réception que vous en faites. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Simplement, oui. Oui. Je voulais simplement préciser aussi que pour toutes les personnes qui rencontrent des problèmes de son, donc peut-être qu'elles ne m'entendront pas, mais si à un moment vous rencontrez des problèmes de son ou d'image, vous pouvez cliquer, donc rafraîchir votre page, fermer tous les autres onglets que celui qui est ouvert actuellement et utiliser de préférence le navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox qui fonctionne mieux que Edge ou Internet Explorer. Voilà. Et donc, je vous repasse la parole.
Merci beaucoup, Sarah. On vous informe également que le webinaire sera enregistré, est enregistré. Voilà. Donc, pour poursuivre sur cette introduction et la terminer, donc un mot sur des éléments de contexte concernant la présence sur la plateforme de l'inclusion des acteurs AHI et des acteurs du logement adapté que vous êtes en Île-de-France. Donc là, sur ce schéma, vous voyez en fait une photographie de la présence des acteurs AHI et du logement adapté à l'instant T sur cette plateforme. Donc, par exemple, sur les CHU, on peut voir que 57 structures sont inscrites sur la plateforme de l'inclusion. Et donc, voilà, on a une comparaison avec le nombre de CHU en Île-de-France qui est de 335. Donc là, comme vous le voyez, on a quatre structures, donc CADA, CHU, CPH et CHRS. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif de l'ensemble de la typologie complète des acteurs que vous êtes, mais ça permet quand même de mesurer ensemble le potentiel en fait pour les acteurs AHI et du logement adapté, pour se saisir en fait de cet outil dans l'accompagnement au quotidien, puisque l'ensemble des acteurs AHI et du logement adapté sont prescripteurs habilités sur la plateforme de l'inclusion. Donc, après avoir vu ces chiffres, ce qu'on peut dire en termes d'objectifs du webinaire, c'est vraiment, voilà, au regard de ce potentiel de prescription par les acteurs AHI et du logement adapté, il nous a paru vraiment important d'organiser un webinaire qui vous soit dédié pour que vous puissiez aussi vous saisir de la plateforme de l'inclusion dans le cadre de vos accompagnements. Donc, les objectifs du webinaire d'aujourd'hui seront de vous faire découvrir le dispositif de l'insertion par l'activité économique, de vous parler précisément du rôle de prescripteur habilité, des responsabilités qui incombent aux prescripteurs, mais aussi de la plus-value de la prescription dans le cadre de l'accompagnement des publics en difficulté. Enfin, l'idée, c'est de vous permettre aussi une prise en main, une bonne utilisation de la plateforme de l'inclusion et des emplois de l'inclusion. Et donc, je termine en vous annonçant le sommaire. Donc, on vous a déjà un petit peu dit ce qu'on allait vous raconter aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'on va d'abord vous présenter donc, le dispositif de l'IAE. On va vous parler de ce que c'est qu'une structure d'insertion par l'activité économique, de la différence entre l'orientation et la prescription de parcours IAE. On vous parlera précisément du parcours IAE. Monsieur Mézoard, donc, qui s'est présenté, et je le remercie à nouveau, témoignera de son expérience de prescription sur la plateforme de l'inclusion. Et enfin, Sarah Lancry fera une présentation de la plateforme de l'inclusion, vraiment une démonstration de comment vous pouvez l'utiliser très concrètement. Et enfin, pour vous dire qu'on essaiera de prendre un temps effectivement à la fin pour les questions que vous aurez peut-être, mais n'hésitez pas à les poser sur l'onglet questions pour qu'on réponde au maximum au cours du webinaire. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Anna pour la suite. Donc, bonjour encore une fois. Donc, l'objectif de ce slide, ce n'est pas de vous parler de toute l'histoire de l'IAE parce qu'on aurait pu passer toute la journée. C'est juste pour vous dire que depuis 2007, on a les packs d'ambition lancés au niveau national. C'était une grande réforme nationale de ce secteur de l'insertion par l'activité économique et qui vise principalement d'augmenter le nombre de bénéficiaires de 140 000 par mois à 240 000 par mois. Suite à ça, bien sûr, chaque région a mis en place la stratégie régionale. Donc, ainsi, la DRIET Île-de-France a mis en place des stratégies régionales 2021-2022. Cette stratégie régionale vise à renforcer les positionnements économiques du secteur de l'IAE et à affirmer son rôle d'insertion durable des publics prioritaires. Et c'est justement là où on vous attend parce que l'insertion par activité économique, elle s'adresse surtout
au public éloigné, au public fragile. On a un axe, on a un groupe de travail, même deux, qui traitent comment sensibiliser les prescripteurs. Bon, vous, on n'a pas besoin aux spécificités des publics fragiles. Et un autre groupe, elle travaille sur les freins sociaux. Comment lever ces freins sociaux. Je laisse la parole à… donc, est-ce que… Je peux pas le… Voilà. Donc, première partie de notre webinaire, les dispositifs de l'insertion par l'activité économique. Et je laisse la parole à Steven pour présenter la prochaine slide. Oui, mais merci beaucoup, Anna. Effectivement, on va faire cette présentation de l'IAE en Ile-de-France à deux voix et du coup, je laisse Sarah dérouler les slides. Peut-être effectivement vous dire qu'on parle de dispositifs d'insertion par l'activité économique parce qu'effectivement, donc il y a un tronc commun et du coup des missions, des fonctions qui sont mises en œuvre de manière commune par l'ensemble des 400 structures qui sont représentées en Ile-de-France. On va le voir après, il y a des dispositifs, il y a des conventionnements un peu spécifiques. Mais déjà, ce qu'il y a de commun, effectivement, c'est que donc, le Code du travail prévoit que les structures d'insertion par l'activité économique s'adressent à un public cible qui sont les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Donc, l'idée, c'est effectivement de flécher vers les publics éloignés de l'emploi, mais aussi en tenant compte de ces difficultés sociales, donc dans une approche globale, avec l'originalité peut-être par rapport à d'autres dispositifs que vous connaissez, les missions locales Pôle emploi, de proposer un contrat de travail et avec comme finalité de favoriser leur insertion durable, leur insertion professionnelle. Voilà. Donc, du coup, c'est là que la plateforme de l'inclusion, on va y revenir, joue tout son rôle et justement les prescripteurs, les partenaires orienteurs, on a un enjeu collectif avec le secteur de l'IAE, c'est d'aller effectivement mobiliser les bonnes personnes qui ont besoin de cette étape de parcours en structure d'insertion par l'activité économique et s'assurer effectivement qu'elles arrivent bien, qu'elles soient orientées vers les structures pour ensuite effectivement être recrutées. Voilà, donc même si on peut dresser parfois un profil type avec effectivement indiqué qu'évidemment, il y a un nombre important d'allocataires du RSA, de demandeurs d'emploi de longue durée, de personnes relevant des quartiers prioritaires de la ville. C'est vrai que l'approche de l'IAE a l'intérêt qu'effectivement, l'orientation se base justement sur un diagnostic individualisé et que du coup, vous-même, en tant que structure prescriptrice, vous avez la possibilité effectivement d'évaluer les difficultés de la personne pour, on va le voir, valider l'éligibilité au dispositif de l'IAE et ensuite orienter effectivement vers une structure. Donc voilà un petit peu sur le public cible. Donc l'idée, c'est évidemment de jouer la complémentarité avec d'autres outils que sont la formation professionnelle, que sont un accompagnement classique au niveau de Pôle emploi. Et donc, du coup, on va détailler un petit peu ça, mais le tronc commun, finalement, donc dans cette méthodologie, le triptyque un petit peu que mettent en place les structures, là, au niveau du parcours IAE en structure d'insertion par l'activité économique, c'est justement cette spécificité de proposer un contrat de travail, donc de mettre en situation de production, évidemment, les personnes, mais couplé à un accompagnement socio-professionnel, on va y revenir, et bien sûr, en assurant un volet formation pour permettre aux personnes de développer des compétences. Donc ça correspond au premier carré que vous avez sur la slide, qui est un petit peu le tronc commun. Donc on le voit effectivement, il y a un enjeu autour de l'accompagnement socio-professionnel à faire du lien sur l'accompagnement social. Et donc là, c'est vraiment un enjeu partenarial justement avec vos structures, avec l'ensemble des partenaires qui peuvent travailler en synergie avec la structure de l'IAE sur cette logique d'accompagnement social, sur ces questions d'accès aux droits et d'accès aux soins, puisque évidemment, parmi les personnes qui sont orientées vers l'IAE, on a des personnes qui ont des problématiques de renouvellement de contrat de séjour, de problématiques administratives, de surendettement, des problématiques qui se révèlent parfois aussi par le travail autour de la santé. Et donc, l'idée, c'est de travailler ça en partenariat. La problématique, évidemment, de l'hébergement et du logement est importante. Et donc, le partenariat avec le secteur de l'accueil et des hébergements, insertion et le logement adapté est essentiel. Et puis, on a le volet formation, on verra, qui se décline de manière très différente en fonction des structures. Très concrètement, on peut avoir des structures qui vont plutôt, effectivement, mettre l'accent sur un enjeu de formation linguistique ou sur des savoirs un peu transversaux, les savoirs numériques, d'autres qui vont plutôt développer des approches qualifiantes pour préparer les personnes à obtenir un titre professionnel dans le bâtiment, dans la restauration.
et puis d'autres qui vont plutôt proposer des formations courtes au niveau des métiers. Voilà, donc on a ce socle commun. Et puis du coup, ça veut dire effectivement au niveau de l'insertion par l'activité économique, des fonctions dédiées notamment en termes de chargé d'accompagnement socio-professionnel. Donc, vous avez toujours effectivement un interlocuteur qui est en charge d'accompagner les personnes dans leur dynamique de progression, puisqu'on va le voir, l'idée quand même, c'est que ce parcours soit transitoire et qu'on aille vers une sortie. Donc, on a un chargé d'accompagnement socio-professionnel dans la structure qui va travailler effectivement cette dynamique de parcours, dont le volet social va être un peu à géométrie variable et qui travaille avec vous en tant que partenaire, orienteur. Et puis, une fonction d'encadrement technique où l'enjeu, effectivement, c'est que sur le poste de travail, on ait évidemment l'acquisition de savoir-faire, de savoir-être et que la personne puisse formaliser des compétences qui ensuite vont lui servir pour aller vers le marché du travail. Donc, cette fonction dédiée d'encadrant technique qu'on retrouve largement dans les structures. Donc, du coup, vous le voyez, effectivement, le social, il est quand même très présent dans un parcours d'insertion par l'activité économique. Ça peut se passer au niveau de l'orientation. Aujourd'hui, on va beaucoup en parler avec la plateforme de l'inclusion, qui est vraiment un outil pour effectivement travailler sur cet enjeu d'orientation par les partenaires. Mais on a aussi un enjeu autour du social pendant le parcours pour travailler sur les freins périphériques. Et puis, évidemment, on a un enjeu autour du professionnel, puisque l'idée, quand même, effectivement, c'est d'amener les personnes à acquérir des compétences et à retourner vers le marché du travail. Donc, un enjeu sur le professionnel, un enjeu sur l'économique, puisque si, effectivement, les structures d'insertion peuvent, effectivement, s'inscrire dans le contrat de travail, c'est parce qu'elles portent un projet économique et un savoir-faire qui leur permet, effectivement, de verser ce salaire. Et donc, il y a un enjeu important de travailler avec les acteurs économiques du territoire pour faire vivre ce projet économique. Et voilà, le lien avec le territoire, évidemment, il est important avec tous les partenaires du social, mais évidemment aussi tous les acteurs importants, les collectivités, notamment sur des enjeux effectivement de mobilisation des personnes, de travail sur la mobilité. Les structures sont quand même souvent ancrées sur une collectivité, sur un département, et cet enjeu de lien avec les besoins du territoire est extrêmement important. Du coup, alors, je redonne la parole. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une SIAE? SIAE, il faut savoir qu'il y a 4 types de SIAE. Donc, aujourd'hui, on ne va pas vous présenter toutes les spécificités des 4 types de structures de l'insertion par l'activité économique. Sachez-le qu'on peut les regrouper dans les 2 familles. Une famille de structures qui fait la mise à disposition du personnel, par exemple, donc association intermédiaire, donc l'acteur historique de ce secteur des IAE, et les tout nouveaux, les ETTI, enfin tout nouveau qui a déjà commencé dans les années 90. Donc, ces 2 structures, elles font la mise à disposition du personnel avec des contrats plutôt courte durée. Et la deuxième famille, c'est encore une fois l'acteur historique, donc l'atelier, les ACI, ateliers et chantiers d'insertion, et les entreprises d'insertion. Donc, ces 2 acteurs, ils embauchent plutôt les personnes, les salariés, c'est eux qui donnent le contrat de travail. Donc, pour les ateliers et chantiers d'insertion, c'est plutôt le contrat de 26 heures. Et pour les entreprises d'insertion, c'est le contrat de 35 heures. En fait, en tout cas, ce qui est commun pour ces structures, c'est qu'en même temps, on met les gens dans la situation du travail et en même temps, on fait ces parcours sociaux, les parcours, l'accompagnement. Juste pour vous illustrer donc le secteur dans lequel travaillent ces structures qui sont à vocation économique, ça c'est aussi important à savoir. Donc c'est bâtiments, mais pas seulement bâtiments, c'est les services à personnes, c'est les recyclages, c'est aussi un peu des structures culturelles, on en a pas mal en Île-de-France. C'est aussi commerce, animation, médiation, espace vert, agriculture. Donc, ça, c'est juste pour avoir un contexte global. Donc, il y a les SIAE, on va dire qu'il y a 6 types de SIAE. Donc, les 4, on vous a déjà montré. Il y en a une autre qui est les travails indépendants. On ne va pas en parler parce que c'est vraiment tout nouveau, c'est une expérimentation. Et il y a aussi un autre, c'est les régies des quartiers.
Ça aussi, pour aller plus loin, vous allez peut-être pouvoir regarder plus tard d'autres documents. L'objectif aujourd'hui, c'est de ne pas vous mettre trop d'informations d'un coup. Donc, elles embauchent en lien avec les prescripteurs. Donc, c'est vous, les prescripteurs, des personnes jusqu'à là exclues du marché d'emploi. La finalité du parcours, c'est bien sûr, c'est permettre aux personnes éloignées d'emploi d'accéder à un emploi durable, mais c'est aussi une insertion sociale. Voilà, je te laisse, Steven, présenter les parcours IAE. Oui, du coup, je vais aller plus vite sur les fondamentaux du parcours IAE, j'ai eu l'occasion un petit peu de les présenter aujourd'hui, enfin tout à l'heure. Peut-être ce qui est important de dire qu'effectivement, c'est que quand on s'engage dans un parcours IAE, donc il y a la logique de contrat de travail, mais évidemment, l'idée, c'est de s'engager dans un parcours, donc en général d'une durée de 24 mois, pour avancer évidemment sur un projet professionnel, on va y revenir, sur une logique, on va dire, de tremplin, pour ensuite amener la personne à l'issue du parcours IAE vers une insertion durable, comme l'indiquait Anna. Et donc, il y a l'enjeu pour la structure d'insertion par l'activité économique, lorsqu'elle embauche une personne, d'engager une démarche régulière avec elle pour suivre ces démarches d'insertion professionnelle. Donc, effectivement, c'est important pour vous, en tant que prescripteur, de pouvoir sensibiliser la personne sur le fait qu'effectivement, elle va signer un contrat de travail, mais elle va rentrer dans une dynamique de parcours où on va l'amener à travailler assez rapidement sur la dynamique de projet professionnel pour lui permettre de faire des démarches qui, petit à petit, lui permettent d'avancer sur cette logique de projet professionnel, même si, lors du recrutement, on ne va pas lui demander quel est son projet professionnel nécessairement. Voilà. Par ailleurs, pendant ce parcours-là, l'idée, effectivement, c'est que l'occupation du poste de travail, les formations, le travail dans le collectif produisent des compétences. Les structures peuvent être amenées à proposer aussi d'autres expériences en entreprise, chez un partenaire, dans le cadre de stages, pour un peu diversifier les activités rencontrées par la personne dans le cadre de ce parcours IAE de 12 à 24 mois. Voilà. Et puis, il y a un enjeu aussi, bien sûr, de lien avec le droit commun, donc notamment avec Pôle emploi, puisque même si les personnes, effectivement, signent un contrat de travail pour une durée quand même assez conséquente, 12 mois a priori, l'enjeu, c'est quand même effectivement de rester dans cette dynamique de mobilisation et de faire qu'effectivement d'autres outils mobilisables au niveau des dispositifs de l'emploi, notamment en matière d'accès à la formation, par exemple, soient mobilisés. Et donc, le lien au droit commun et notamment à Pôle emploi est important. Donc là aussi, il y a un travail partenarial important entre la structure d'insertion et le partenaire pour faire que la personne puisse essayer de rester dans les dispositifs de droit commun, notamment le lien avec Pôle emploi. Du coup, je passe la parole à Sarah pour présenter justement le PASS IAE. Tout à fait, merci Steven. Donc, le PASS IAE, c'est ce que peut-être vous connaissiez ou connaissez sous l'ancien nom qui est agrément Pôle emploi. Donc, anciennement, l'agrément Pôle emploi était délivré uniquement par Pôle emploi. Et le diagnostic d'éligibilité associé à ce PASS IAE était uniquement également délivrable par Pôle emploi. Aujourd'hui, donc c'est la grande nouveauté depuis 2 ans maintenant, c'est que ce PASS IAE et le diagnostic d'éligibilité associé peut être délivré grâce à l'orientation d'un prescripteur habilité, donc grâce à votre orientation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce PASS IAE? Ce PASS IAE, il se déclenche dès l'entrée en parcours d'un candidat en parcours IAE, donc dès lors qu'il signe un contrat. Donc, ce n'est pas lorsque vous allez l'orienter en IAE que son PASS IAE va démarrer. Ce qui va démarrer à ce moment-là, ce sera son diagnostic d'éligibilité IAE qui sera valable pour une durée de 6 mois. Et dès lors qu'il conclut un contrat avec une entreprise, une structure d'insertion par l'activité économique, eh bien, alors il sera déclenché, ce PASS IAE, et il a une durée de validité de 2 ans. Donc, pendant 2 ans, le candidat a la possibilité d'être salarié dans une structure d'insertion par l'activité économique. Donc, c'est 2 ans en parcours, donc 2 ans en contrat. Je m'explique. Si jamais, pendant ce laps de temps de 2 ans, une personne n'est pas en contrat,
officiellement. Enfin, officiellement, j'entends, n'est pas en contrat pour le moment, c'est-à-dire qu'il a conclu un contrat de 4 mois, ce contrat s'est terminé et après, il n'est plus en poste. Eh bien, le pass est suspendu. C'est l'employeur qui a la charge de suspendre le pass IAE et donc le parcours est également suspendu pendant la durée où il n'est pas en poste. Dès lors que la personne revient dans une autre structure d'insertion par l'activité économique, eh bien, le pass est relancé et donc il continue de se consommer. Et donc, pendant 2 ans, la personne a le droit d'être en parcours. Donc, le candidat, grâce à ce pass IAE, peut être recruté par des structures d'insertion par l'activité économique, celles qui vous ont été présentées tout à l'heure. Et ce pass IAE, c'est justement ce qui va permettre à l'employeur de bénéficier de l'aide au poste à laquelle il a le droit pour l'embauche de ce salarié. Voilà. Et donc, on a 2 voies de validation du pass IAE. On a l'autoprescription par un employeur. Donc, un employeur peut décider d'embaucher en direct un candidat. Et donc, pour cela, il va devoir valider certains critères d'éligibilité IAE. Donc, voilà, il y a des critères de niveau 1 ou des critères de niveau 2. Et sinon, il y a aussi l'orientation par un prescripteur habilité. Donc, vous, en tant que prescripteur habilité, vous n'êtes pas soumis à valider les critères d'éligibilité IAE. C'est-à-dire que même un candidat qui ne remplit pas les critères administratifs qui sont les critères d'éligibilité IAE de l'autoprescription. Si un candidat ne remplit pas ces critères, mais que vous, au regard de votre diagnostic socio-professionnel réalisé, vous estimez que l'IAE serait bénéfique pour la réinsertion professionnelle de cette personne, eh bien, vous pouvez l'orienter, il sera éligible à l'IAE sans problème. Votre diagnostic et votre orientation sur les emplois de l'inclusion fait foi d'éligibilité IAE automatiquement. Je vous repasse la parole. Oui, donc voilà, là, c'est juste on vous présente la famille des prescripteurs habilités. Donc, comme vous avez entendu, il y avait 3 prescripteurs habilités historiques Pôle emploi, Cap l'emploi et mission locale. Maintenant, la liste des prescripteurs habilités a été élargie à d'autres acteurs, par exemple l'AFPA, par exemple EPID, donc tout ce qui touche les jeunes, mais voilà aussi les acteurs de l'hébergement et du logement adapté. Donc, vous êtes les prescripteurs habilités, ça veut dire que vous pouvez orienter les personnes qui vous semblent pertinents dans ces parcours de l'insertion par l'activité économique. Donc, il y en a d'autres prescripteurs habilités. Vous êtes partie de cette grande famille. Je laisse la parole à Steven ou à Sarah. C'est Sarah, je pense, oui. Oui, tout à fait. Alors, comment s'organise la prescription sur les emplois de l'inclusion de la part d'un prescripteur habilité, donc vous. Donc, tout d'abord, vous allez devoir vous inscrire sur les emplois de l'inclusion. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure comment faire et comment être bien identifié comme étant un prescripteur habilité, parce que tout ce qu'on présente ici dans cette slide n'est possible que si vous avez bien obtenu en amont le statut de prescripteur habilité. Donc vraiment, la partie inscription est très, très importante pour pouvoir faire en sorte que vos orientations soient bien identifiées comme étant celles de prescripteur habilité. Donc, sur les emplois de l'inclusion, vous allez réaliser, en dehors des emplois de l'inclusion, vous allez réaliser un diagnostic socio-professionnel individualisé et donc vous allez identifier toutes les difficultés qui sont rencontrées par le candidat qui ne lui permettent pas d'accéder pour l'instant à une activité hors IAE. Et donc identifier les raisons pour lesquelles l'IAE serait vraiment
une opportunité pour cette personne-là. Ensuite, vous allez pouvoir vous rendre sur les emplois de l'inclusion et identifier une SIAE. Une SIAE donc, qui propose un poste pour lequel le candidat pourrait être intéressé et donc qui répond aux besoins du candidat. Et donc, vous allez l'identifier. Donc, ça, je vous montrerai également comment. Et donc, vous allez pouvoir transmettre la candidature de la personne avec son accord. Et depuis votre compte prescripteur habilité, bien comme je vous l'expliquais tout à l'heure, votre candidature sera identifiée comme étant celle provenant d'un prescripteur habilité et donc le candidat sera d'office éligible à l'IAE, l'employeur le verra et donc il aura beaucoup plus de facilité à accepter la candidature parce qu'il sait qu'il n'aura pas de questions à se poser quant à l'éligibilité du candidat, il sait qu'il obtiendra directement le pass IAE. Autre chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure concernant le pass IAE, c'est que normalement, il y a un délai de 2 ans entre l'obtention de deux pass IAE pour une même personne. Donc voilà, on estime en théorie qu'une personne a pu avoir un parcours IAE pendant 2 ans, qui lui aura permis de lever les freins qu'elle rencontrait jusque-là pour retourner dans l'emploi classique. Mais il est possible que finalement, le candidat, ces 2 ans-là ne lui ait pas suffi et qu'il ait encore besoin d'un parcours IAE d'une durée plus longue ou que le délai de carence de 2 ans entre l'obtention d'un nouveau pass IAE doivent être plus courts, eh bien vous, en tant que prescripteur habilité, vous pouvez déroger à ce délai de carence de 2 ans. Et donc, vous allez pouvoir immédiatement réorienter une candidature pour dire, ben voilà, ce candidat, certes, il a bénéficié d'un parcours IAE pendant 2 ans, mais ça ne lui a pas suffi. Je pense qu'il a besoin de plus de temps et d'un parcours IAE immédiatement, un nouveau parcours IAE immédiatement. Donc, j'oriente sa candidature et il bénéficie d'un nouveau parcours IAE dès à présent. Voilà. Merci Sarah. Du coup, juste pour compléter, effectivement, je ne vais pas commenter tout ce tableau-là et revenir sur ce que Sarah vient de présenter, donc du coup sur la slide suivante, c'est-à-dire l'étape qu'on vient d'évoquer de repérage du public, qui est votre public, et d'identifier effectivement pour quelle personne il serait opportun de mobiliser le dispositif de l'IAE. Ensuite, effectivement, on a largement parlé de l'étape 2 pour confirmer l'éligibilité. Et là, donc, effectivement, vous avez bien identifié que vous avez effectivement une compétence un peu spéciale pour valider l'éligibilité. Moi, je voulais signer les enjeux sur l'étape 3 et 4 de ces diapos, c'est-à-dire après, effectivement, votre travail effectivement ne s'arrête pas à la validation de l'éligibilité, toujours sur la diapo suivante, mais effectivement, vous avez un rôle important sur le recrutement. C'est-à-dire qu'effectivement, après, il y a un enjeu de suivi. Alors, tout à l'heure, Sarah va présenter la plateforme de l'inclusion et voir quel type de données, d'informations vous met à disposition la plateforme pour justement faire une orientation, accompagner des candidatures de manière qualitative. Et vous verrez qu'effectivement, vous avez quand même pas mal d'informations. Là, on est passé rapidement avec Anna sur la présentation des secteurs d'activité, sur les modalités effectivement proposées par chacune des structures. Mais l'intérêt, effectivement, c'est que vous avez un annuaire sur la plateforme qui vous permet d'en savoir plus sur les structures de votre territoire pour effectivement justement aussi bien orienter. Peut-être orienter plusieurs candidatures. Vous avez le droit d'orienter plusieurs candidatures, évidemment pour une même personne vers plusieurs structures. Et après, voilà, il y a un enjeu aussi de suivi pour s'assurer qu'effectivement la personne est bien convoquée à un recrutement. Est-ce qu'elle s'y rend? Est-ce que du coup le recrutement est validé? Et est-ce qu'on est bien sur une entrée en parcours? Puisque du coup le pass IAE qui était évoqué à Sarah ne démarrera avec son compteur de 24 mois maximum qu'une fois que la personne sera entrée en parcours. Donc, c'est vrai qu'il ne suffit pas que la personne soit déclarée éligible. Il y a vraiment un travail important d'orientation. Et c'est là où, effectivement, il faut vraiment s'attacher à accompagner le candidat. C'est aussi tout l'intérêt, à un moment donné, quand on passe par une orientation en tant que prescripteur sur la plateforme et non pas par une candidature spontanée, parce que ça permet effectivement que la personne soit un peu guidée par vous, qu'il y ait certains éléments sur ses difficultés, peut-être qu'ils soient mentionnés à la structure et que derrière, effectivement, il y ait un taux du coup de validation des embauches plus important.
parce qu'il faut aussi considérer qu'effectivement, on est sur une logique de recrutement et donc il faut que le candidat se présente, réponde au téléphone si la structure essaie de le joindre à un moment donné, quand il y a une demande d'entretien, et que du coup, il y ait une préparation du rendez-vous pour que ça puisse se concrétiser par un recrutement. Voilà. Et donc, c'est vrai que je voyais dans le chat, évidemment, il y a un enjeu d'une part du coup de connaissance un petit peu de l'offre de parcours qui est préparée. C'est toujours mieux de le préparer avec le candidat. Il y a une question d'horaire de travail. Vous pouvez avoir des éléments, Sarah y reviendra sur la plateforme, sur les horaires de travail, la durée du contrat de travail qui est proposé, les conditions du poste, les aptitudes physiques attendues, etc. Tout ça, c'est des éléments précieux pour préparer avec le candidat en termes de recrutement et d'aller effectivement jusqu'à l'entrée en passe IAE, c'est-à-dire effectivement lorsque le contrat de travail est signé entre le candidat et la structure de l'IAE. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point important. Il faut vraiment travailler ces étapes 3 et 4 pour faire en sorte que les personnes ne se perdent pas dans les orientations et qu'au final, après, elles soient déçues parce qu'il n'y a pas eu de validation de l'embauche, parce que la personne n'a pas bien compris la logique du dispositif et les attendus du poste de travail sur lesquels elle candidatait. Et du coup, c'est moi qui vais poursuivre. Et justement, on va entendre du coup Kadour Mézoir d'Emmaüs Solidarité, justement, nous faire un peu un retour d'expérience sur lui, comment il utilise la plateforme aujourd'hui pour orienter les personnes qui l'accompagnent vers les structures d'insertion par l'activité économique. Donc, Kadour, je t'invite à ouvrir ta caméra. Donc, tu t'es présenté tout à l'heure, effectivement, et tu indiquais que tu occupais la fonction de chargé de CIP donc dans un des services d'Emmaüs. Là, l'intérêt, ce serait d'avoir un peu ton retour concernant justement aujourd'hui la manière dont vous mobilisez les partenaires de l'insertion par l'activité économique pour orienter justement les publics hébergés que vous accompagnez dans le cadre de ces dispositifs. Notamment vers les structures qui ont été présentées, c'est-à-dire les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, les associations intermédiaires. Déjà, dans un premier temps, aujourd'hui, comment se situe un peu le dispositif de l'IAE pour s'adresser à ces publics. Et puis après, on reviendra justement un petit peu sur ton retour d'expérience sur la plateforme de l'inclusion elle-même. Vous m'entendez? Oui. Voilà, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, donc là, moi, je veux bien témoigner en qualité de prescripteur. Et c'est vrai que ce que disait Sarah tout à l'heure, effectivement, il y a 2 ans, on ne pouvait pas, quand on avait une offre bien ciblée, quand on avait un candidat qui était totalement éligible, il fallait passer par le Pôle emploi, ça causait énormément de problèmes. Par le temps, le Pôle emploi n'avait pas toujours le temps de faire un diagnostic et une fiche de liaison pour reconnaître la personne éligible à l'IAE. Et donc, ça causait pas mal de problèmes. Et aujourd'hui, effectivement, on a cette facilité et ça va très vite. Et on a plutôt des résultats positifs en termes de signature de contrat, de retour par rapport aux différentes structures IAE. Et c'est vrai que ça nous facilite énormément le travail aujourd'hui. Ça fait 2 ans là, et c'est vrai que on est plutôt satisfait. C'est vrai que on n'a pas ce stress d'aller faire un petit mot au Pôle emploi en leur disant nous, cette personne-là, elle a tel problème. On n'a pas la même vision aussi, ce qui est un peu normal. Et depuis, comme je vous disais, 2 ans, c'est vraiment facile pour nous. Donc plutôt une vision positive de cette, effectivement, on l'a pas dit, cette nouvelle plateforme, elle a été un peu lancée donc plutôt en 2020, donc elle reste assez jeune, mais plutôt une vision positive par rapport au précédent système où effectivement il fallait passer par une fiche d'agrément de Pôle emploi. Est-ce que du coup tu peux venir aussi nous dire aujourd'hui par rapport au public donc hébergé que vous accompagnez dans le cadre de vos dispositifs, finalement, comment vous préparez quel type de personnes finalement aujourd'hui sont orientées vers l'IAE et du coup, est-ce que tu orientes plutôt vers un type de structure ou d'autres? Je crois que vous êtes plutôt majoritairement situé à Paris, mais concrètement aujourd'hui, voilà, le dispositif de l'IAE, au-delà de la plateforme sur lequel on reviendra, comment vous le mobilisez et à qui ça bénéficie finalement chez vous en termes de profil de public et qui sont un peu vos partenaires? Est-ce que c'est plutôt des chantiers d'insertion, plutôt des associations intermédiaires et comment vous essayez un peu d'étoffer finalement les structures vers qui vous vous orientez? Pour le public, c'est 90% personnes hébergées, centres d'hébergement.
CHAS ou CHU. On a des personnes de la Maraude aussi. Bon, pour ce public, bon, on les fait passer par le dispositif DPH. Et après le DPH, un an après, quand on les sent prêts, on les oriente vers les chantiers d'insertion. Alors, c'est plutôt chantier d'insertion que association intermédiaire. Ça nous arrive de temps en temps, mais plutôt chantier d'insertion parce qu'on a besoin justement d'un contrat d'1 an, voire de 2 ans pour stabiliser la personne. Voilà, en gros, public sortant de la rue, mais dans un centre d'hébergement. Et alors, voilà, tout dépend un peu de ce qui se passe un peu dans le monde. À un moment, on avait pas mal de personnes qui arrivaient de pays en guerre, Syrie, Irak ou d'Afghanistan. Donc, on avait pas mal de réfugiés. Bon, après, ça se mélange un peu par rapport au... Ça se mélange un peu, excusez-moi. Ça se mélange par rapport au public. Donc, on a vraiment tout public, mais souvent des publics en centre d'hébergement. Très bien, merci. Pour revenir sur l'outil, du coup, donc tu disais qu'aujourd'hui, c'était plutôt un outil plus fluide que le fonctionnement qui existait précédemment à travers une fiche. Est-ce que tu peux nous dire comment concrètement, effectivement, tu travailles je veux dire, est-ce que c'est un outil qui est facile à utiliser, notamment pour rechercher, je disais effectivement déjà un partenaire, au-delà du coup de l'ouverture du compte sur lequel va revenir Sarah, mais au quotidien, finalement, est-ce que l'outil est assez bien fait pour trouver finalement le ou les bons partenaires vers qui orienter tel ou tel candidat en fonction aussi un petit peu justement peut-être de ces difficultés sociales que vous avez pu identifier et puis surtout de ses appétences aussi par rapport à un secteur d'activité ou à un poste de travail auquel il souhaiterait prétendre. Ouais, effectivement. En tout cas, au niveau, nous au début, on appréhendait un peu, on s'est dit bon voilà, un nouvel outil, ça va être un peu compliqué. Puis finalement non, c'est pas du tout compliqué. Moi, on avait calculé avec mes collègues en termes d'inscription, c'est-à-dire noter le diagnostic, noter un peu l'éligibilité de la personne, les critères. Ça nous prenait à peine 5 minutes. Vraiment, montre sur main, 5 minutes. Donc il y a vraiment une facilité. Le site est vraiment simple. Pour ça, voilà. Pour vous dire, par exemple, ce matin, en 10 minutes, j'ai mis 2 personnes sur la plateforme. Ça m'a pris 10 minutes. Bien sûr que le CV était déjà fait, mais ce chrono, c'est 5 minutes. L'identité de la personne, il y a un petit diagnostic de 2-3 lignes, et le CV, puis l'envoi est assez immédiat. Et la deuxième question, alors je sais pas s'il y avait une deuxième question, alors je ne l'ai pas retenue. Du coup, moi, je veux bien compléter. Donc, on voit que sur, en tout cas, l'inscription en ligne du candidat, le fait de pouvoir orienter sa candidature, c'est assez simple à prendre en main. Peux-tu nous dire, du coup, en termes de retour d'expérience, est-ce que, du coup, tu as parfois tendance à orienter un même candidat vers plusieurs structures de l'IAE, premièrement? Oui. Et comment tu suis justement aussi à un moment donné pour t'assurer que derrière, il y a une suite qui est donnée par la structure de l'IAE et par le candidat? Est-ce qu'il y a un travail un peu particulier que tu mènes pour suivre un petit peu comment ça avance après l'orientation sur la plateforme? Première question. Et puis la deuxième question, c'est effectivement lorsqu'il n'y a pas justement de retour ou il n'y a pas de validation par la structure de l'IAE à l'issue du recrutement, comment tu retravailles un petit peu avec la personne et le partenaire IAE par rapport à ce cas de figure? Oui, je peux orienter une personne sur différentes structures pour lui donner un peu plus de chance. Le retour, en fait, on a déjà un retour assez immédiat quand on a rempli en fait tout le questionnaire qui dure à peine 5 minutes, comme je vous le disais. On a un retour en disant que la candidature est bien envoyée. Donc voilà, on a un premier temps. Et ensuite, on a si le recrutement est immédiat, on a souvent des réponses assez rapides. Donc, la personne a été contactée, elle a eu son rendez-vous, soit ça a marché, donc on reçoit en disant, on reçoit une réponse automatique en disant que nous sommes ravis que la personne a été recrutée telle date. Et puis ensuite, souvent, les personnes nous envoient le contrat signé. Quand on n'a pas de réponse, alors souvent maintenant, c'est vrai que depuis quelques temps, on a le CV du CIP ou de la personne, le coordinateur qui est chargé du recrutement. Donc, on a les coordonnées, donc on les appelle en disant, voilà, vous orientez une personne à telle date et on n'a pas eu de retour. Est-ce que le recrutement est en cours ou autre chose? Et là, on a des explications, donc c'est assez rapide.
Très bien. Et du coup, tu sais à peu près sur le nombre d'orientations finalement que tu fais par la plateforme, à peu près, il y a combien, quel est le taux un petit peu près de validation d'une embauche par les SIAE? Me concernant, alors j'ai pas pris, moi j'ai à peu près, dans toutes les personnes que j'oriente, j'ai à peu près 30% de personnes qui ont été recrutées. Très bien, oui, je crois que ça correspond à peu près, il me semble, aux statistiques d'ailleurs qui sont disponibles sur la plateforme de l'inclusion en open source, où a priori, effectivement, on est autour de 30% effectivement des personnes orientées qui sont ensuite validées pour un recrutement par une structure. Donc, c'est assez représentatif. Peut-être une dernière question, Kadour, c'est après le recrutement, c'est-à-dire une fois que le recrutement est mis en place, on l'a vu, il y a effectivement quand même cette étape centrale du repérage du public, donc effectivement de l'orientation qui passe beaucoup par la plateforme. On voit qu'il y a un enjeu quand même sur le recrutement, l'étape de recrutement. Sur ce qui se passe après, quel est finalement un peu ton retour sur toi, le rôle que tu peux jouer, encore une fois en tant que prescripteur ou tes collègues, pour s'assurer à un moment donné de la bonne prise de poste et peut-être aussi répondre aux attentes. Je ne sais pas s'il y a de temps en temps il y a des modalités de partenariat un peu plus poussées avec certaines structures finalement, on va y revenir, mais quel est le rôle un petit peu de l'orienteur prescripteur social par rapport au suivi du parcours, notamment par rapport au volet accompagnement social que j'évoquais, mais aussi un petit peu de s'assurer que la personne, lors de la prise de poste, elle tienne, elle reste effectivement, puisqu'on l'a vu, l'objectif quand même, c'est de construire un parcours qui s'inscrit un peu dans le temps et qui évite d'être rompu avant le terme de la période d'essai, ni même aussi avant les 3 premiers mois, quoi. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Nous, c'est vrai qu'on intervient assez rapidement pour voir les moindres difficultés qu'il peut avoir pendant leur parcours. Si il y a une problématique ou il y a un problème de posture, par exemple, des choses comme ça, nous on intervient pour rassurer un peu le recruteur. On intervient aussi parce qu'il y a des comités de suivi. Et c'est vrai que c'est là où on va un peu poser individuellement tous les candidats qui ont été recrutés pour dire un peu au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, comment ça se passe et quelles sont les perspectives d'avenir pour les personnes. Et donc, c'est important. Donc, on participe à toutes ces réunions. Et tout au début de parcours, effectivement, c'est souvent par téléphone et par mail, quand il y a un souci, ou des fois, il y a juste un document à envoyer, faire le lien par rapport à la problématique de logement ou le problème de santé. Donc, ça se fait par téléphone et par mail. Et on va éventuellement les rencontrer. Et c'est sûr, dans les comités de suivi, on est présent pour justement donner acte de présence et rassurer le recruteur. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, peut-être encore une fois, un petit point un conseil par rapport aux prescripteurs qui participent à ce webinaire, peut-être sur les points utiles à bien regarder sur une offre d'emploi, justement, là, qui peut être disponible, mise en ligne sur la plateforme de l'inclusion, peut-être pour essayer d'orienter au mieux ou de préparer au mieux le candidat justement vers cette orientation? Alors, c'est vrai, juste pour rassurer les travailleurs sociaux qui ne sont pas CIP, effectivement, ils peuvent s'interroger en se disant, nous, on n'a pas la finesse peut-être d'un conseiller en insertion professionnelle. Moi, je veux les rassurer parce que les offres d'emploi qui sont inscrites sur la plateforme, elles sont sont bien faites, assez claires. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme de conseiller en insertion professionnelle pour cibler le public. Donc, pour les rassurer, la simplicité aussi je reviens souvent, mais la simplicité de la plateforme, elle est vraiment simple et accessible à tous les corps de métier, on va dire. Et du coup, il n'y a vraiment pas de difficulté à orienter quelqu'un. Et après, pour préparer les personnes, c'est des questions très classiques du recrutement. Un travailleur social est tout à fait capable de le faire. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, vraiment intéressant. On va poursuivre la présentation rapidement. On va passer justement bientôt la parole à la plateforme de l'inclusion, justement pour rentrer un petit peu dans le détail et dans le mode d'emploi du fonctionnement de la plateforme, un peu pour toutes ces étapes. Avant que je passe la parole à Sarah, peut-être revenir encore une fois sur quelques points de vigilance. Là, on s'attache quand même beaucoup, évidemment, sur la partie orientation, repérage des candidats, et c'est bien normal. Mais c'est vrai que si on réfléchit plus globalement sur le suivi pendant le parcours IAE, donc effectivement, on est bien sur un parcours normalement de 24 mois maximum. Il n'est pas nécessairement
utile de faire une durée de 24 mois et la durée moyenne en Ile-de-France est plutôt de 15 mois d'ailleurs. Hein. Mais voilà, mais c'est un droit de tirage de 24 mois. Ça, c'est un rappel important. Donc, ça laisse quand même le temps de l'insertion pour travailler avec les personnes quand même globalement leurs problématiques. Mais évidemment, la condition sine qua non, c'est effectivement la capacité pour les personnes qui sont orientées à effectivement signer un contrat de travail, s'engager quand même, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, sur un rythme de travail, évidemment, une régularité. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir effectivement des négociations, des adaptations de planning hebdomadaire avec la structure, mais le principe, effectivement, c'est quand même de s'inscrire justement dans une logique de relation employeur et d'essayer de tenir effectivement cette logique un petit peu de régularité par rapport au travail. Donc ça, c'est un point important. Si maintenant on se place du point de vue du partenaire, donc c'est vrai qu'effectivement, là, on voit dans la petite diapo on le voit bien, il y a un enjeu quand même de maintenir le contact, un peu sur le passage de relais, je dirais, d'une certaine manière, lorsque la personne démarre son contrat de travail, d'avoir cette logique un petit peu de suivi un peu en binôme par le référent orienteur et par la structure IAE elle-même pour voir si tout se passe bien au démarrage. Et puis, évidemment, sur l'accompagnement social, essayer de continuer à travailler en synergie pour lever des freins périphériques qui peuvent se révéler ou persister pendant le parcours IAE. Donc ça, c'est un vrai enjeu à un moment donné. Et comme le disait Kadour, alors il n'y a pas une manière de faire, hein, mais ça veut dire que là, il y a un enjeu de partenariat une fois que la personne a été embauchée pour voir comment on continue à travailler ensemble avec le candidat, avec le salarié en insertion du coup, hein, pour cheminer ensemble et notamment sur l'accompagnement social, continuer à avancer rapidement à la levée de certains freins. Ça, c'est la première chose. Et puis, du coup, Sarah l'a évoqué tout à l'heure, après, le prescripteur, effectivement, il a certains droits que n'aura pas la structure d'insertion par l'activité économique en tant qu'employeur IAE, c'est de pouvoir effectivement activer des dérogations, des modalités spécifiques au PASS IAE, d'où l'intérêt aussi quand même de maintenir un lien entre le prescripteur orienteur évidemment et la structure de l'IAE, si à un moment donné, il y a notamment besoin de prolonger le parcours au-delà de 24 mois, par exemple, en chantier d'insertion, puisque là, ça devra passer par vous pour pouvoir permettre cette prolongation. Donc voilà, on voulait insister quand même sur cette notion importante, un petit peu de maintien du lien, de co-construction, et puis ce rôle un petit peu nouveau de prescripteur qui vous est dévolu aussi pendant le parcours pour pouvoir un petit peu déroger, permettre effectivement de prolonger le parcours lorsque ça s'avère nécessaire, justement, sur la base d'un nouveau diagnostic de la situation de la personne. Là, je m'arrête là et je te passe la parole, Sarah, pour la suite. Merci beaucoup, Steven. Donc, je vais donc passer à la présentation du service des emplois de l'inclusion, comment s'y inscrire et comment pouvoir orienter des candidatures. Donc là, oui, effectivement, sur cette slide, mais je vais passer très rapidement dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais ça récapitule un petit peu les pouvoirs, entre guillemets, du prescripteur habilité, à savoir donc réaliser le diagnostic socio-professionnel qui va permettre ensuite à l'employeur d'obtenir un PASS IAE. Donc, le prescripteur habilité, lui, il valide le diagnostic et c'est l'employeur qui obtient le PASS IAE. Le diagnostic, tant que le PASS n'a pas été délivré, donc tant qu'aucun contrat n'a été conclu, le diagnostic est valable 6 mois. Et au besoin, il pourra être renouvelé à l'issue de ces 6 mois si aucun parcours IAE n'a été déclenché pendant ce laps de temps. Le prescripteur habilité, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas soumis à la liste des critères administratifs. Donc, il peut tout à fait revenir sur voilà, donc la liste des critères administratifs qu'on voit ici. À savoir les critères de niveau 1 et les critères de niveau 2 que vous pouvez également retrouver dans notre espace de documentation que je vous présenterai tout à l'heure. Et donc, le prescripteur habilité n'est pas tenu de rester cantonné à cette liste de critères, même si le candidat ne remplit pas ces critères, il pourra tout de même l'orienter et le candidat sera tout de même éligible à l'IAE puisque, en tant que prescripteur habilité, c'est votre diagnostic qui est le plus important. Et donc, eh bien, il peut renseigner des informations sur la situation administrative du candidat. Donc, on l'invite très fortement, même s'il n'est pas obligé de saisir
les critères administratifs et si le candidat n'est pas obligé de remplir ces critères, on vous invite tout de même en tant que prescripteur à remplir la situation administrative du candidat. Mais ça, je vais y revenir quand je vous montrerai cette étape-ci, parce que ça fait une réelle différence dans l'embauche. Plus les candidatures sont qualifiées, plus l'employeur a des informations sur la situation administrative du candidat, plus le candidat a de chances d'être embauché, parce qu'il faut savoir derrière que l'employeur a toute une gestion administrative à faire. Et donc, des fois, ça se joue un petit peu à ça, c'est-à-dire que entre un candidat dont la candidature est bien renseignée et un dont la candidature n'est pas renseignée, l'employeur va choisir à compétences égales parfois le candidat dont la candidature est bien renseignée parce qu'il gagnera du temps sur le traitement administratif de la candidature et sur l'embauche. Voilà, donc je vais passer. Donc là, oui, c'est un petit peu qui remplit le diagnostic d'éligibilité. Donc, c'est une slide qui vous permet un petit peu, si vous avez un trou de mémoire, quand on vous enverra le PowerPoint, vous pourrez voir un petit peu qui valide l'éligibilité IAE. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et qui reçoit le pass IAE. Donc, vous voyez que le prescripteur habilité, il valide l'éligibilité IAE. Et en revanche, donc, c'est lui qui… alors, attendez, que je revois où j'en suis dans cette slide. Voilà. Donc, c'est lui qui valide l'éligibilité IAE, mais ce n'est pas lui qui reçoit le pass IAE. C'est toujours l'employeur qui va recevoir le pass IAE. Et l'employeur, lui, il a la possibilité de se faire des autoprescriptions s'il le souhaite et donc de valider les critères lui-même. L'orienteur, qui sont les orienteurs? En fait, c'est toute association ou toute personne autonome qui ne rentre pas dans la liste des prescripteurs habilités. Voilà. Et donc, je vais passer à la démonstration du service qui va répondre à pas mal de questions que vous avez déjà posées dans l'onglet questions. Donc, pour cela, je vous partage mon écran. Hop, voilà. Alors, donc, pour vous faire cette démonstration, je vais aller sur un site de démonstration qui est une réplique exacte du site réel des emplois de l'inclusion, mais sur laquelle toutes les données sont fictives. Vous pouvez vous aussi utiliser ce site de démonstration si à un moment vous voulez simuler une situation quelconque. Si par exemple vous êtes prescripteur habilité et vous voulez voir ce qui se passe sur le compte d'un employeur, vous pouvez aller sur ce site, je vous donnerai le lien après bien sûr, et cliquer sur voir les comptes de démonstration et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur entreprise de travail temporaire, entreprise d'insertion pour voir ce qui se passe sur le compte d'un employeur. Et nous, on utilisera donc un profil prescripteur habilité. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous montrer comment s'inscrire en tant que prescripteur habilité. Donc, tout simplement, vous allez aller sur le site des emplois de l'inclusion. Je vous mets dès à présent le lien du site réel sur lequel vous pouvez vous inscrire dans le chat. Hop. Voilà, donc ça, c'est si vous voulez procéder à l'inscription. Je viens de vous mettre le lien dans le chat. Et donc, je reprends sur l'espace de démonstration. Donc, vous cliquez sur « S'inscrire, se connecter » et ensuite sur « Prescripteur » parce qu'on procède à une inscription prescripteur. Donc, si vous avez déjà un compte, vous allez pouvoir vous connecter avec votre adresse mail et votre mot de passe. Je précise, ce qui est vraiment important, c'est de vous inscrire avec votre adresse email professionnelle parce que nous, on va devoir vérifier que vous êtes bien légitime à être prescripteur habilité et donc on va vérifier que la personne qui s'inscrit a bien un email professionnel. Je sais que parfois, certaines structures ne disposent pas d'email professionnel. Ne vous inquiétez pas, dans ces cas-là, on arrive toujours à vérifier, mais dans la mesure du possible, si vous avez un email professionnel, utilisez bien celui-ci. Alors, donc là, je clique sur la partie gauche, créer un compte prescripteur. Et donc, on me demande si mon organisation est déjà inscrite. Donc là, en fait, il y a deux options. Vous allez créer un compte, soit votre CHRS ou votre CHU n'a jamais été inscrit. Dans ce cas, vous allez l'inscrire. Soit il est inscrit et dans ce cas, en entrant le SIRET
du CHRS, eh bien, on va le retrouver dans notre base de données et on va vous dire, votre CHRS est déjà inscrit, c'est Barbara qui est l'administratrice du CHRS. Donc, pour intégrer le compte de l'organisation prescripteur CHRS, demandez une invitation à Barbara et vous serez invité à cliquer sur un bouton qui enverra un email à Barbara. Et Barbara, elle va valider votre entrée dans le compte en cliquant sur un bouton de l'email qu'elle aura reçu elle aussi. Donc là, on va voir ce qui se passe si je cherche à inscrire un compte d'un CHRS qui n'a jamais été inscrit. Donc, je prends... Hop. Voilà. Je prends un SIRET et je choisis un département. Donc ici, on a la base de données de tous les SIRET référencés en France. Donc, on vous retrouvera. Et là, donc, on me dit, votre organisation n'est pas encore inscrite. Donc là, on n'a pas envoyé de demande de rejoindre l'organisation à Barbara parce que ce n'est pas encore inscrit. Donc, je vais devoir créer le compte. Là, vous avez la liste de tous les prescripteurs habilités qui est présente ici. Dans le chat tout à l'heure, j'ai relayé le lien de la liste de tous les prescripteurs habilités et je pourrais vous la renvoyer. On vous invite vraiment à la lire en détail pour vérifier que vous êtes dedans. Et si jamais vous voulez créer votre compte mais que vous n'êtes pas sûr de faire partie d'une structure en particulier, référez-vous à la direction pour savoir si vous faites partie peut-être de tel ou tel type de structure. C'est vraiment important parce que en fait, on aura plus de facilité à vous valider en tant que CADA ou en tant que CHRS qu'à vous valider si vous cliquez sur Autre. Si vous cliquez sur Autre, je vais le faire pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, donc je clique sur Autre. Et là, j'ai différentes options. C'est pour les organismes habilités par le préfet. Donc, il est possible d'être prescripteur habilité sur la base d'un arrêté préfectoral ou alors d'être un organisme non habilité. Donc là, vous n'aurez pas les droits des prescripteurs habilités, à savoir la validation du diagnostic d'éligibilité automatique. Donc là, voilà, si vous n'êtes pas habilité par le préfet, mais que vous voulez être prescripteur habilité, on vous invite vraiment à le faire sur la page précédente et à bien choisir le bon type de structure qui est le vôtre, quitte à reporter l'inscription d'1 ou 2 jours, histoire de vraiment identifier votre type avec précision. Mais voilà, vraiment choisir CHRS si vous êtes un CHRS. Donc là, je choisis CHRS et je clique sur « Continuer ». Donc là, on me dit, vous êtes en train de créer le compte du CHRS, association coin familial, qui se situe dans le 62. Donc ensuite, on va m'inviter à soit me connecter avec Inclusion Connect si j'ai déjà un compte, soit créer un compte avec Inclusion Connect. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Inclusion Connect? En fait, c'est en me créant un compte sur les emplois de l'inclusion, eh bien, je vais pouvoir aussi me créer un compte sur tous les services qui utilisent Inclusion Connect, donc à savoir Dora, à savoir la communauté de l'inclusion. Voilà, je n'ai pas le temps de vous parler en détail de ces services aujourd'hui, mais ils peuvent vous intéresser. Eh bien, en créant votre compte sur les emplois de l'inclusion, vous créez aussi votre compte sur ces services-là. Donc, hop, Inclusion Connect. Donc là, si j'ai déjà un compte, je me connecte. Et puis, sinon, je suis un nouvel utilisateur, donc je crée un compte. Là, on va m'inviter à renseigner mes infos. Donc, c'est très classique, mon nom, mon prénom, mon adresse email. Donc là, comme je vous le disais, c'est le moment où c'est vraiment important de mettre votre adresse email professionnelle et bien sûr, votre mot de passe. Et là, donc, créer un compte, vous allez voir, c'est assez classique, hein. Je ne vais pas aller faire le déroulé jusqu'au bout, mais c'est vraiment très classique. Vous allez simplement recevoir un email et ensuite, vous serez automatiquement redirigé sur le site des emplois de l'inclusion et donc sur votre tableau de bord. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblera votre tableau de bord une fois que vous l'aurez créé. Donc là, pour ça, je vais sur voir les comptes de démonstration et le compte du prescripteur habilité. Donc là, vous aurez un parcours de bienvenue que je vous invite à parcourir tout seul quand vous aurez créé votre compte. Et là, voilà, donc là, je suis sur le tableau de bord d'une mission locale.
et j'ai accès à mon tableau de bord qui se présente comme suit. J'ai la possibilité, donc là, on ne le voit pas, mais il y a 2 boutons qui sont accessibles pour l'administrateur de la structure. Donc moi, là, je suis un membre classique de ma structure, je ne suis pas l'administrateur. Par défaut, qui est l'administrateur? L'administrateur, c'est le premier à avoir créé son compte. Mais si le premier à avoir créé son compte est, selon vous, celui qui n'est pas le plus légitime à être administrateur du compte, vous pouvez le modifier ici. En cliquant sur « Gérer mes collaborateurs », vous avez la possibilité de voir déjà qui est administrateur. Donc ici, par exemple, c'est Isabelle Leclerc qui est admin. Et vous voyez toutes les personnes qui sont membres de la structure. Donc, toutes ces personnes ont le statut prescripteur habilité puisqu'elles font toutes partie de la mission locale. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Donc, tout le monde a accès au compte de l'organisation et donc tout le monde a le statut de prescripteur habilité. L'administrateur, qu'est-ce qu'il a comme droit supplémentaire? Il a comme droit supplémentaire, en fait, tout simplement de pouvoir modifier les informations de la structure. C'est-à-dire que vous êtes visible en tant que prescripteur habilité dans un moteur de recherche des prescripteurs habilités qui peuvent être utiles aux employeurs ou aux candidats pour identifier eh bien, un accompagnant parfois qui pourrait accompagner un candidat qui n'est pas suivi. Eh bien, vous serez visible et donc pour un petit peu vérifier les informations et les modifier qui seront visibles de votre compte prescripteur habilité, eh bien, vous pourrez, en tant qu'administrateur, les modifier. Vous pouvez, vous, en tant que membre lambda ou administrateur aussi, inviter des collègues. Donc ça évite que chacun ait à faire le processus d'inscription que j'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez directement ici mettre le nom, prénom, email et hop, il reçoit une invitation par mail et il intègre directement la structure. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la fiche publique, donc voilà. Là, vous voyez, il n'y a rien, mais en fait, vous avez la possibilité de renseigner 2 choses. Vous pouvez renseigner l'accompagnement proposé par votre structure, donc par exemple, accompagnement sur le logement en tant que CHRS. Ici, il devrait y avoir, voilà, on accompagne les jeunes moins de 26 ans à trouver du travail. Et vous pouvez mettre votre adresse parce que c'est un moteur de recherche géolocalisé. Le moteur de recherche des prescripteurs, il se trouve ici, rechercher des prescripteurs. Et donc, voilà, je peux mettre Paris, hop, et alors ouais, j'aurais dû attendre, hop, Paris, voilà. Et donc là, il n'y en a aucun parce que j'ai mis 25. Donc là, je vais mettre à 25 km. Et donc là, voilà, on voit des pôles emploi. Bon, là, il n'y a que des pôles emploi. Ce sont des données fictives. Hein. En réalité, il y a plus de prescripteurs, mais là, c'est des données fictives comme on est sur l'espace de démonstration. Voilà. Donc ça, c'est pour la rubrique vraiment gestion du compte, gestion des collègues, qui a accès, qui n'a pas accès. Et là, je vais vous montrer comment postuler pour un candidat. Donc, je clique ici sur la partie droite, postuler pour un candidat, et j'arrive cette fois-ci sur le moteur de recherche des employeurs. Donc, moteur de recherche des employeurs. Et je vais rechercher, on va dire, une entreprise sur Tarascon. Voilà, et donc là, je trouve un certain nombre d'entreprises. Donc tout à l'heure, il y avait beaucoup la remarque de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas filtrer, donc parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, on ne peut pas filtrer par domaine d'activité ou par poste recherché dans ce moteur de recherche. Pourquoi? En fait, la raison, elle est intrinsèquement liée au principe de l'insertion par l'activité économique, à savoir que l'objectif de l'IAE, c'est de permettre aux gens de retrouver du travail quel que soit le travail. Donc, l'idée n'est pas forcément de pouvoir discriminer en fonction d'un travail qui plairait plus ou moins à la personne. Alors, je sais, c'est assez violent de dire ça comme ça au regard de l'accompagnement socio-professionnel que vous faites vous, mais il y a des personnes qui ont tout simplement en priorité besoin d'avoir une source de revenus, besoin d'avoir un cadre et besoin d'avoir une activité professionnelle et un accompagnement socio-professionnel qui peut être apporté par la SIAE. Et donc, c'est pour ça que vous avez la possibilité de filtrer
par distance géographique. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, ici, la recherche en fonction du lieu d'habitation de la personne. Et de mettre voilà, 5 km, 10 km, 15 km de son lieu de résidence. Et ensuite, vous pouvez filtrer aussi par département. Et vous pouvez filtrer par type de structure. Donc, si vous vous renseignez un peu plus sur les différents types de SIAE, bien vous verrez que chacun a un différent degré d'accompagnement des publics qu'ils embauchent. Et donc, en fonction de ça, vous pouvez dire, voilà, mon candidat, il a besoin vraiment d'être très encadré et pour l'instant, il n'est pas du tout apte à être dans le milieu classique. Donc, je vais peut-être plus l'orienter vers un ACI ou au contraire, il aurait plus besoin, là, il est vraiment mature et il peut être mis à disposition dans des entreprises classiques. Donc, je vais peut-être plus l'orienter vers des ETTI. Voilà, ça peut être ce type de choses. Donc là, vous avez la possibilité de filtrer par type de structure. Vous remarquerez aussi que vous ne retrouvez pas forcément que les SIAE. Vous avez aussi les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire qui recrutent prioritairement des personnes en situation de handicap. Et vous avez également les GEC, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et vous avez aussi les organisations porteuses de la clause sociale qui relaient en réalité des offres du marché classique, du marché ordinaire, mais qui recrutent des candidats de l'IAE. Voilà, enfin, dont les cibles peuvent être des candidats de l'IAE. Donc, nous, on a identifié que le candidat gagnerait à être accompagné par un EI. Donc là, voilà, j'ai trouvé un EI pas très loin de son domicile, l'EI Garage Martinet Nord, qui a un recrutement en cours. Donc là, nous, on fait un gros travail auprès des structures d'insertion par l'activité économique pour qu'elles renseignent l'accompagnement qu'elles proposent et qu'elle renseigne le domaine d'activité. Donc, certes, vous ne pourrez pas filtrer par domaine d'activité, mais vous aurez plus que là. Donc là, c'est la démo, donc ce n'est pas renseigné, mais vous aurez sur le vrai site pour une bonne partie des employeurs, en tout cas, l'accompagnement proposé qui sera renseigné et le domaine d'activité réalisé, exercé par la structure qui sera renseigné également. Et donc, vous verrez les postes ouverts au recrutement. Donc là, en l'occurrence, on a un poste ouvert au recrutement, celui de mécanicien. Donc, et on voit que le poste recrute de manière efficiente sur une localisation qui est différente. Donc ça, c'est important d'y prêter attention. La fiche de poste peut recruter sur, enfin, le lieu d'exercice du travail pourra être sur un lieu différent de celui du siège. Donc en fait, le lieu qui va le plus vous intéresser, s'il est renseigné, c'est celui de la fiche de poste. Prochainement, il y aura un moteur de recherche des fiches de poste, c'est-à-dire qu'au lieu de rechercher par entreprise, vous rechercherez directement, je veux voir les fiches de poste qui sont situées à Tarascon. Et donc celle-ci ne ressortirait pas, elle est dans le 13 aussi, mais elle n'est pas à Tarascon même, donc elle ne ressortirait pas. Donc là, je vais postuler pour ce poste qui m'intéresse. Et donc là, je vois plus d'informations sur le poste. Notamment, je vois que c'est un poste en recrutement. Alors, celui-là, il n'est pas très intéressant parce qu'il n'est pas très bien renseigné. Je vais essayer d'en trouver un autre. Voilà, on va voir. Voilà, je vois ici, par exemple, qu'il y a plus d'informations qui sont renseignées. Donc, c'est un CDDI, le contrat proposé, de 24 heures par semaine, qui recrute sur Poitiers. Il y a la description du poste et il y a le descriptif du profil recherché. Donc ça, c'est intéressant pour vous parce que ça vous permet de savoir si votre candidat y correspond ou pas du tout. Ça vous permet un petit peu de dire je l'envoie ou je l'envoie pas du tout. Donc là, c'est pareil, on invite vraiment les employeurs à renseigner toutes ces informations.
On vous dit également que l'employeur aimerait fortement recevoir un CV. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas envoyer de candidature sans CV. On reste dans l'IAE et le CV n'est pas forcément obligatoire, mais l'employeur a tout de même choisi d'indiquer qu'il aimerait bien recevoir un CV. Donc là, ce poste vous intéresse pour votre candidat, vous postulez. Vous postulez. Donc là, on vous invite à renseigner le numéro de sécurité sociale du candidat. Pourquoi? Parce qu'il est possible que le candidat ait déjà un compte et possiblement déjà un pass IAE ou un diagnostic d'éligibilité IAE sur les emplois de l'inclusion. Donc, en renseignant son numéro de sécurité sociale, vous allez pouvoir retrouver directement le compte du candidat et récupérer toutes les informations qui sont déjà renseignées. Ça va vous gagner énormément de temps sur la création du compte candidat et vous pourrez directement passer à la partie candidature. De même, si c'est un candidat pour lequel vous avez déjà postulé, eh bien, vous allez pouvoir récupérer ces informations sans avoir à tout renseigner à chaque fois, simplement en renseignant son numéro de sécurité sociale. Toutefois, on sait qu'il y a des candidats pour lesquels il y a des numéros de sécurité, sociale temporaires, ou alors des fois même pas de numéro de sécurité sociale. Vous pouvez tout de même postuler pour eux. Je vous le montre. Donc voilà, vous mettez le numéro de sécurité sociale temporaire à 10 chiffres. Vous cliquez sur suivant. Et là, on vous dit le numéro de sécurité sociale est trop court. Mais en dessous, on vous dit vous possédez un numéro de sécurité sociale temporaire. Cliquez ici pour accéder à l'étape suivante. Alors, on vous invite fortement tout de même, si vous avez le numéro de sécurité sociale, à le renseigner pour pouvoir créer le compte candidat et au besoin retrouver le compte candidat existant. Mais si jamais vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, vous pouvez quand même postuler sans. Donc là, on vous dit, bah oui, forcément, aucun utilisateur n'est inscrit puisque je n'ai pas renseigné le numéro de sécurité sociale. Donc là, je vais renseigner mon email pour voir si eh bien, il n'y aurait pas tout de même un compte associé à l'email du candidat. Si le candidat n'a pas d'email, vous pouvez lui en créer un sur laposte.net ici. Donc, pourquoi est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un email pour le candidat? On sait que ça peut être parfois problématique et que des candidats n'ont parfois pas d'email. J'essaye d'aller très vite. Je sais. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? J'entends qu'il y a un micro ouvert. Non, bon, bah, je continue. Oui, c'est Anna. Oui. Désolée, juste la sécurité sociale. Effectivement, il est possible d'inscrire un participant sans le numéro de sécurité sociale définitif, donc avoir un provisoire ou pas du tout. Par contre, un jour, il a un numéro de sécurité sociale définitif, il faut retourner et les renseigner. Voilà, Oui, merci. alors ça, je vais le préciser, mais pour l'instant, il n'est pas possible d'ajouter le numéro de sécurité sociale, mais ça va être possible dans très peu de temps. Donc pour l'instant, le seul moyen d'ajouter le numéro de sécurité sociale, c'est de refaire une candidature, c'est un peu compliqué, ou alors de nous écrire au support technique. Mais bientôt, vous pourrez retourner et, comme le dit Anna, effectivement, renseigner le numéro de sécurité sociale pour que le profil soit à jour. Tout à fait. Donc pour l'email, tout simplement parce que, en fait, dès lors qu'on crée des informations pour un candidat sur un site internet, eh bien, il faut que cette personne puisse être susceptible de retrouver ces informations et de les consulter et de les modifier. Et donc, le moyen le plus simple de pouvoir retrouver ces informations et d'y accéder pour un candidat, c'est de rentrer une adresse email. Donc voilà, ici, on vous envoie sur une procédure si le candidat n'a pas d'email pour lui en créer un. Voilà, donc là, j'ai renseigné l'email. Donc, il aurait pu se passer que le candidat a été reconnu. Et donc, on me dit, bah, est-ce que vous cherchez à postuler pour Sarah Lancry? Et là, je dis, ah bah oui, en fait, c'est elle. Je ne savais pas qu'elle avait un compte. Bon, bah super. Oui, c'est bien elle. Et donc, je clique sur oui, c'est elle. Et puis là, on ne me demandera pas toute cette partie renseigner les informations, vu que cette partie aura déjà été renseignée. Et donc, je passerai directement à la partie candidature. Mais là, c'est un nouveau candidat, donc je postule pour elle. Donc là, c'est Madame Sarah Lou.
10 91. Suivant. Donc là, on me demande les coordonnées du candidat. Hop. Alors, pour qu'il n'y ait pas de problème dans la validation du compte, on vous invite bien à écrire l'adresse dans la partie adresse, donc l'adresse au complet, le numéro et la rue, dans la partie adresse et pas dans la partie complément d'adresse. Complément d'adresse, voilà, c'est vraiment pour lieu dit ou bâtiment, mais le numéro et le nom de la rue, ici dans la partie adresse et après code postal, etc. dans les champs dédiés. Donc là, code postal, hop. Le numéro de téléphone qui permettra à l'employeur de contacter directement le candidat si c'est nécessaire. Donc suivant, quelle est la situation du candidat? Donc son niveau de formation, hop, jamais scolarisé. Il est sans ressources. Là, je peux en sélectionner plusieurs. Donc, inscrit à Pôle emploi, on me demande l'identifiant Pôle emploi. Sans emploi, hop. Et titulaire de la RQTH, voilà, je peux sélectionner, je peux cumuler hein, et parfois on me demande de renseigner certaines informations. Suivant. Donc, l'état civil. Donc là, on me fait un récapitulatif de ce que je viens de renseigner. Et là, je valide les informations. Donc là, j'ai validé les informations et j'arrive vraiment à la partie candidature. Donc, on me fait un récapitulatif des fiches de poste qui étaient possibles sur le e-garage Martinet Ouest, sur laquelle je postule actuellement. Donc, boulanger et agent de nettoyage. Bah, finalement, en fait, je postule pour les deux, c'est encore possible. Si je veux, je peux faire une candidature spontanée. Voilà, je peux faire un peu comme je veux. Et donc là, je clique sur suivant en bas à droite. Et donc, je précise la situation administrative du candidat. Donc là, on est à la partie critères d'éligibilité, donc remplissage du diagnostic d'éligibilité. Donc, comme on vous le disait, vous, en tant que prescripteur habilité, vous pouvez ne remplir aucun critère. Enfin, le candidat peut ne remplir aucun critère, ça fonctionnera quand même. Mais s'il en remplit au moins un, on vous invite vraiment très très fortement à le renseigner pour que, comme je disais tout à l'heure, ça puisse gagner du temps dans la gestion administrative de l'embauche, de la future embauche pour l'employeur et donc ça optimisera les chances de recrutement pour le candidat. Donc sortant de détention et bénéficiaire du RSA. Et hop, je clique sur suivant. Et donc là, j'ai validé l'éligibilité IAE du candidat. On me dit que l'éligibilité IAE du candidat a été validée par moi, la mission locale du territoire de Belfort. La date de validité du diagnostic, c'est jusqu'au 4 avril 2023, donc à partir d'aujourd'hui, valable 6 mois. Et là, je finalise la candidature. Donc là, c'est vraiment la partie la plus importante pour vous en tant que prescripteur parce que vous allez pouvoir valoriser tous les éléments que vous avez pu réunir sur le candidat, ses motivations, pourquoi vous l'orientez en IAE, pourquoi vous l'orientez vers cette SIAE, quels sont les freins, quelles sont voilà, toutes les informations qui pourront être utiles à l'employeur pour qu'il ait un maximum d'informations sur le candidat. Donc là, c'est un message envoyé à l'employeur. Et donc, on vous précise, excusez-moi, on vous précise que ce message est obligatoire et est à destination de l'employeur avec copie transmise au candidat et que ce n'est pas modifiable. Donc là, hop, message de candidature. Et le curriculum vitae qui est optionnel, mais on vous avait indiqué en amont que l'employeur aimerait fortement recevoir un CV. Et là, voilà, donc là, j'ai envoyé la candidature, j'ai le récapitulatif de cette candidature et on me propose deux options, revenir à la recherche pour faire une nouvelle candidature ou retourner à mon tableau de bord.
Donc, eh bien, je retourne à mon tableau de bord. Et là, je vais rapidement, parce qu'on a dépassé le timing, j'en suis désolée. Je finis très rapidement pour vous montrer comment vous pouvez avoir un suivi de vos candidatures. Donc, c'est ici, sur le bouton Suivi des candidatures. Vous voyez de visu toutes vos candidatures. Vous voyez à quel statut elles sont. Donc, est-ce que la candidature, elle est nouvelle? Est-ce qu'elle est à l'étude? Est-ce que le candidature a été acceptée? Donc, vous pouvez filtrer ici pour avoir une gestion plus facile. Donc, si jamais vous voulez voir où en est la candidature de monsieur Untel, vous filtrez sur le nom du candidat. Si vous voulez voir toutes les candidatures qui sont à l'étude ou toutes les candidatures qui sont acceptées, eh bien, vous pouvez filtrer. Voilà, là, par exemple, je filtre sur toutes les candidatures acceptées. Je vais très rapidement vous décrire chacun des statuts. Donc, nouvelle candidature, l'employeur n'en a pas encore pris connaissance. Candidature à l'étude, l'employeur en a pris connaissance, mais il n'a pas encore pris de décision. Candidature en liste d'attente, la candidature intéresse l'employeur, mais pour l'instant, il ne peut pas le recruter. Donc, il se constitue un vivier. Ça, c'est nullement bloquant pour le candidat. Il peut tout à fait être embauché ailleurs. Candidature acceptée, bah, comme son nom l'indique, la candidature a été acceptée et un contrat a été conclu, donc un PAS-IAE a été déclenché et obtenu par l'employeur. Candidature déclinée, le candidat n'a pas été retenu et vous avez un motif de refus et un commentaire de refus associé à cette déclinaison, ce déclin, pardon. Embauche annulée, un contrat avait été conclu, mais pour une raison X ou Y, finalement, l'embauche a été annulée. Donc là, c'est pareil, vous verrez ce qui s'est passé dans les motifs d'annulation. Et embauché ailleurs, eh bien, le candidat a été embauché ailleurs. Vous pouvez aussi voir filtrer par structure. Donc ça peut être super pertinent si vous avez envie de faire un point avec une structure en particulier sur toutes les candidatures que vous lui avez envoyées. Donc ça peut être bien pour créer du lien entre le prescripteur et l'employeur. Donc, on vous recommande d'utiliser cette fonctionnalité aussi. Qui elle a envoyé? Donc ça, c'est qui au sein de la structure? Est-ce que c'est au sein du CHRS, pour revenir sur notre exemple? Donc, est-ce que c'est André du CHRS ou est-ce que c'est Isabelle? Donc, vous avez un visu sur vos candidatures, mais aussi sur toutes celles de vos collègues. Donc ça peut être bien pour gérer les candidatures des collègues absents ou autres. La date d'envoi de la candidature, vous pouvez définir une périodicité, les fiches de poste et est-ce que le pass est actif ou suspendu? Donc ça, c'est en fait, est-ce que le candidat est en poste ou pas? Et est-ce que, voilà, filtré par critères administratifs et par département du candidat. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolée, j'ai dépassé un peu le timing, mais j'ai essayé d'être assez, exhaustif pour que vous ayez les billes pour pouvoir utiliser le service. Échange maintenant, à moins que vous le souhaitez. Sinon, on a essayé de répondre sur votre question dans l'onglet questions. Et ce qui est important aussi, peut-être, Sarah, c'est pour dire qu'il y a aussi donc l'assistance technique qu'on peut contacter toujours de la plateforme. Et voilà. Et sinon, on vous donne, donc ça, on va pas y passer parce que voilà, il y a les prolongations qui sont possibles, les suspensions. Voilà, il y a des choses dérogatoires qui sont possibles dans les cas qui sont nécessaires. On vous donnera les ressources ou voilà les sites internet du ministère du Travail. Sachez-le qu'il y a donc réseau au niveau de régional qui s'appelle Graphie, donc que Steven est représentant aujourd'hui. Il y a des réseaux locaux aussi, donc les réseaux départementaux. Il y a aussi donc les correspondants pour la drill dans les UD et dans les DETS. Il y a aussi les correspondants pour IAE dans les UD et dans les DETS. Voilà, donc vous pouvez tout à fait les contacter. Je ne sais pas, peut-être le mot de la fin par Caroline ou par Steven.
Non, mais côté drill, on a beaucoup appris aussi. Je sais qu'il y avait plusieurs collègues des UD Drill connectés. La richesse des questions qu'on a vu défiler dans le chat montre qu'il y a encore beaucoup à faire, à transmettre, à s'approprier. C'est des questions souvent très précises qui ont été posées. On verra par la suite comment on pourra rentabiliser tout ce terreau aussi qu'on a eu par cette première session et voir ce qui peut être fait par la suite sous différents modèles à différentes échelons. Donc, merci pour l'organisation et merci aux participants et pour l'intérêt que vous avez témoigné par l'ensemble des questions. Il y a un petit sondage. Il y a 4 questions dans les sondages, c'est ça, Sarah, qui vont apparaître? Oui, tout à fait. Elles vont apparaître tout de suite si vous avez 2 minutes pour y répondre. Donc là, je les publie. C'est parti. Elles sont en train d'apparaître au fur et à mesure. Donc, c'est dans l'onglet sondage. Vous pouvez y répondre. J'en profite pour préciser qu'il y a un webinaire de niveau 2 pour les prescripteurs. Donc là, on vient de faire le webinaire de niveau 1, on va dire, d'introduction, comment créer son compte, etc. Et il y a un autre webinaire que j'organise. Donc, je vous enverrai en même temps que le lien du replay et en même temps que le lien de la documentation et de la présentation. Je vous enverrai le lien pour assister à ce webinaire de niveau 2 pour poser des questions voilà, sur tout ce qui est prolongation. Si vous avez rencontré des difficultés pour orienter des candidats, voilà, vous allez pouvoir vraiment regarder un petit peu tout ça en détail et poser vos questions. Voilà, donc il y a pour l'instant des votants. N'hésitez pas donc à voter dans l'onglet sondage. Et peut-être qu'on n'a pas précisé que oui, on va essayer de capitaliser sur tout ce qui a été fait et si possible de vous envoyer un extrait des questions qui ont été posées et de répondre à celles auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Tout à fait. Voilà. Donc, on laisse encore un peu de temps pour ceux qui le souhaiteraient de répondre au sondage. Et puis, je ne sais pas si vous voulez dire le mot de la fin, l'un d'entre vous. En tout cas, moi, je vous remercie de mon côté pour votre intérêt et pour votre présence et d'être resté malgré le dépassement horaire. Donc, merci à vous. Oui, merci beaucoup pour votre attention. Et effectivement, on va regarder un peu, on va s'attacher effectivement à transmettre tous les éléments, notamment le support à l'issue de ce webinaire et à prendre en compte un petit peu justement là, les éléments que vous remontez en termes de questionnaire pour voir encore une fois les ressources complémentaires qui peuvent vous être mises à disposition. Sachant qu'effectivement au niveau de la plateforme, donc vous avez quand même les ressources. Si à un moment donné vous bloquez, vous pouvez effectivement envoyer une demande via le formulaire en ligne. Je crois qu'il y avait pas mal de questions sur comment j'ouvre un compte, etc. à l'attention de Sarah. Donc effectivement via le formulaire, là vous avez dans la dernière slide quand même un certain nombre de ressources et notamment effectivement le lien avec l'équipe de la plateforme pour pouvoir débloquer à un moment donné une problématique qui serait vraiment liée à l'usage de la plateforme. Si vous l'utilisez et qu'à un moment donné, il y a un problème particulier. Tout à fait. Il y a les liens ressources, le mode d'emploi prescripteur en plus qui pourra, qui est un récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui concernant l'inscription, l'envoi de candidature, mais par écrit avec des captures écran. Et sinon, vous avez aussi l'assistance en direct, donc par téléphone ou par mail. Quand il y a besoin d'intervenir sur un dossier ou autre, voilà, l'assistance par mail. Voilà, donc là, je pense qu'on a atteint le max. On est à 113 votants, plus ou moins, donc c'est pas mal. Merci à vous.
Et bien, écoutez, on va pouvoir clôturer l'événement. Donc, à nouveau, merci. Et merci à vous tous qui avez co-organisé l'événement avec moi. Et bravo pour l'initiative. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir, bonne Merci, journée. au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.